Salut, je viens enfin vous faire mon bilan lecture de mars. En mars, j'ai lu 11 livres, 2 audios, une pièce de théâtre, 3 romans, on va dire, enfin un essai, 2 romans. Et tout le reste, c'était de la bande dessinée. J'ai lu pas mal de bandes dessinées. J'ai commencé le mois de mars à 280 livres dans ma palle. Et au mois d'avril, début du mois d'avril, j'étais à 277. En fait, il y a des choses qui sont rentrées dans ma palle. Soit des choses que j'ai retrouvées, qui n'étaient pas enregistrées dans ma pile à lire. Des services presse, notamment l'essai que j'ai lu. Et j'ai acheté un livre. J'ai acheté Les Ombres de Willow Thorne de Estelle Faye. C'est la dernière sortie de Estelle Faye. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup cette autrice, notamment Les Seigneurs de Bohême que j'avais beaucoup aimé. Et là, elle a sorti ça se passe dans une université. On va découvrir des secrets. Je sais pas trop, c'est un peu Dark Academia, je crois. Ça avait l'air très sympa. Je vais peut-être le commencer ce mois-ci. Et donc sinon, j'ai lu quand même 5 livres de ma pile à lire. Donc un qui venait d'arriver, 2025, donc j'ai dit aussitôt reçu, aussitôt lu. Un qui datait de 2023. 2 de 2020. Et un que j'avais dans ma pile à lire depuis avant 2019. Donc je sais pas de quand, 2018 je crois il datait. Donc en fait ça commence à faire quand même. Donc je suis contente voilà, de sortir un petit peu des reliques. Voilà, ça fait du bien. Là, je crois que je l'ai encore baissé en avril, mais j'ai pas encore fait mon compte, donc on verra. Voilà, je commence à vous en parler. Je vais commencer dans l'ordre de mon carnet, parce que là, je me souviens plus de rien. Donc j'ai commencé le mois, donc je vais commencer par les audios parce que c'est toujours ce que je note en premier dans mon carnet. J'ai commencé en écoutant Un avenir radieux de Pierre Lemaitre, qui est donc le tome 3 de sa saga qui se passe à la Belle Époque. Oui, je crois. Non, à l'entre-deux-guerres. Je dis n'importe quoi. Oui, bah c'est ça, la Belle Époque, c'est l'entre-deux-guerres. Oh là là, et je suis fatiguée. Donc voilà, ça commence au Liban et après on suit la famille en France. Donc voilà, j'ai écouté le tome 3. J'avais adoré le tome 2. Et en fait, c'est comme dans cette trilogie Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie et le dernier, je ne sais plus le titre. J'avais préféré le tome 2 et j'avais pas aimé. Non, si j'avais bien aimé le 3, mais j'avais préféré le 2. Et là, dans sa nouvelle trilogie, j'ai adoré le tome 2, c'est celui que j'ai préféré. Et le 3, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça d'une nullité abyssale. Je peux pas trop vous raconter le résumé parce que il y a quand même des éléments qui viennent des deux tomes précédents. Vous allez me dire, on s'en doute. Mais en gros, là, il y a une histoire d'espionnage et de guerre froide. En gros, ouais, voilà. Mais en fait, non, j'ai vraiment trouvé ça nul. Surtout dès le début, quoi, la scène d'ouverture du livre, c'est une scène de viol sur une enfant. Et en fait, on commence par ça, c'est très graphique, c'est horrible, c'est très dur. Il n'y a aucun trigger warning. Et ensuite, mais ça ne sert à rien dans l'histoire. On en reparle quasiment pas, quoi. C'est pas adressé, c'est pas. Et en fait, je trouve ça très problématique. Alors que je trouve que cette thématique des agressions sexuelles sur enfants avait été quand même plutôt bien amenée dans Couleur de l'incendie. Et là, j'ai vraiment trouvé ça mais nul, horrible, hyper choquant, inutile. Vraiment, grosse déception. Le reste de l'histoire, je me suis ennuyée, j'ai trouvé ça mal écrit. Est-ce qu'il fatigue? Je sais pas. J'ai vraiment trouvé ça nul. Et au niveau de la position des femmes, de la description des femmes, non, je n'ai pas aimé du tout. Donc grosse déception pour Pierre Lemaitre. Et c'était la première fois que ce n'était pas lui qui lisait le livre audio. Donc est-ce que ça a joué aussi? Je ne sais pas. En tout cas, je vous conseille pas du tout. Voilà. Ensuite, j'ai écouté le tome 9 de l'Assassin Royal, qui est, je sais plus si c'est le début du deuxième intégral ou le milieu du deuxième intégral de la deuxième époque dans la version originale. Ça c'est hyper compliqué aussi, je vous réexpliquerai tout bien quand je vous ferai la vidéo sur la saga entière.
Oui, je veux bien aimer. J'aime moins que la première époque, toujours. C'est pareil, je vais pas trop en dire parce que ça risque de spoiler tout le reste. Vraiment Fitz dans sa vie d'adulte m'agace. J'aime beaucoup moins que... Ouais, j'aime moins, je m'ennuie un peu, je trouve ça très lent. Ouais, J'aime moins, c'est tout. Et après, je sais, j'ai envie de le continuer parce que je me souviens que Le Fou et l'Assassin, j'avais commencé à lire. Et c'est vraiment l'arc que j'avais préféré dans mon souvenir. Donc je continue parce que j'ai envie d'arriver au Fou et l'Assassin, qui est le cycle suivant. Mais là, sinon, franchement, ouais, je m'ennuie un peu. Ensuite, j'ai lu Au-dedans de Will MacPhail. Ça fait longtemps que je vous parle de ce roman graphique. Voilà, il est enfin lu. Euh, je j'ai bien aimé. Donc, c'est l'histoire d'un illustrateur à New York. C'est une tranche de vie. Voilà, on va suivre son quotidien. En fait, il lui arrive quelque chose de tragique qui va bouleverser sa vie. On l'apprend pas tout de suite, on l'apprend plutôt vers la milieu-fin du roman graphique. Moi, je savais pas du tout avant de le lire, donc je ne veux pas vous en parler. Mais c'est une thématique qui m'a énormément touchée et que j'ai trouvé vraiment très bien traitée. C'est tragique, mais en même temps, la façon dont c'était traité dans la bande dessinée euh, m'a paru presque doux et plein d'espoir. Et j'ai trouvé ça beau, alors que c'est vraiment quelque chose de tragique. Mais oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce que j'ai notamment beaucoup aimé dans la bande dessinée, c'est qu'en fait, ça je peux vous le dire, je pense, c'est pas un gros spoil. En fait, Will MacPhail, enfin, je sais pas si c'est autobiographique. Donc en tout cas, le personnage du roman graphique a des difficultés à communiquer avec les gens autour de lui. Et en fait, il se rend compte à un moment que, en fait, tout le monde, dans notre façon de communiquer, tout reste un peu superflu. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je sais pas, on croise les gens, par exemple mes collègues au travail, je les croise, je dis salut, ça va? Et en fait, personne ne se répond vraiment et on prend jamais vraiment le temps d'écouter la réponse. Et voilà. Et donc le personnage se questionne là-dessus et sur comment est-ce qu'il peut essayer de donner du sens à ses interactions avec les gens autour de lui. Et ça, voilà, je vous dis pas ce qu'il trouve pour le faire, mais j'ai beaucoup aimé ça dans la bande dessinée. C'était très bien amené, très bien fait, avec très très peu de mots et d'images. L'auteur arrive à nous transmettre l'émotion. Et en fait, c'est tellement simple ce qu'il explique, mais ça m'a ouvert l'esprit, quoi. Vraiment, je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est tout bête, mais, mais je veux utiliser ça, en fait, dans mes interactions de tous les jours. Donc, oui, je comprends que cette œuvre ait beaucoup de succès. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très beau et intéressant à lire. J'ai lu le tome 1 de Culotté de Pénélope Bagieux. Le tome 2, je l'ai fini hier ou avant-hier, mais bon, je vais vous parler des deux en même temps. Donc, ce sont des petites BD de 2 ou 3 pages qui nous parlent de femmes méconnues et oubliées, et de femmes qui ont des destins extraordinaires. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment certaines histoires qui m'ont tiré les larmes presque, quoi, et qui m'ont énormément inspiré. Je pense que 90% des femmes mentionnées dans les bandes dessinées, je ne les connaissais pas. Mais par contre, ça manque de source, quoi. Il n'y a aucune source dans les bandes dessinées. Donc je ne sais pas du tout d'où Pénélope Bagieux tient ces informations. Je sais pas si tout est vrai ou si elle a romancé des choses. Donc ça, je suis un peu déçue. Mais sinon, oui, c'est très sympa à lire. J'ai lu une autre bande dessinée, La technique du périnée, de Jérôme Rupert. Non, Rupert et Mulot, mais je sais plus les prénoms. Bon, de toute façon, je vous mets l'image là. C'est un homme et une femme qui se rencontrent sur une application et ils commencent à faire du sexe virtuel via Skype. Et finalement, ils vont se rencontrer, ils vont se lancer des défis sexuels.
Je l'ai lu parce que Seb l'avait emprunté à la bibliothèque et qu'il savait pas quoi en penser et il m'a dit vas-y lis-le et je l'ai lu très vite et en fait franchement j'ai rien à en dire. J'ai trouvé ça plutôt mauvais mais en fait il y avait des dialogues tellement absurdes que à un moment j'ai eu un fou rire devant l'absurdité du dialogue parce qu'en fait on dirait vraiment que les personnages disaient tout ce qui leur passait par la tête, sans aucun filtre, sans aucune cohérence. C'est juste, tiens, j'ai envie de sortir des mots, je vais les dire. Et du coup, il y avait vraiment des passages complètement fous dans la bande dessinée. Donc j'ai ri, mais sinon, franchement, je m'en rappelle à peine, j'ai rien à en dire. Si, en fait, il y avait parfois des planches sans texte qui étaient un peu abstraites. On aurait dit genre une espèce de métaphore pour parler du sexe ou de l'orgasme. On comprenait pas trop, mais ça aurait pu être intéressant, mais trop... Je sais pas comment dire, ouais, trop surréaliste. Voilà, trop surréaliste pour moi. Le tome 3 du cycle de Sif par Patrick K. Doudney, Les chiens et la charrue. Ma meilleure lecture du mois dernier, j'ai adoré. Donc je peux pas tellement le résumer parce que c'est un tome 3, même si finalement les événements du tome 3 ne suivent pas tellement les événements du tome 2. Donc je peux vous résumer un peu. On retrouve Sif complètement perdu, complètement livré à lui-même après ce qui s'est passé à la fin du tome 2. Et il va rencontrer des nouvelles personnes et il va repartir dans une nouvelle aventure voilà, qui va l'emmener complètement autre part de là où il était avant. J'ai été perdue au début parce qu'en fait Patrick K. Doudney au départ ne nous rappelle pas du tout ce qui s'est passé à la fin du tome 2. Comme en fait on part dans un nouvel arc narratif complètement différent, il nous en reparle pas du tout au début et en fait j'étais paumée parce que je savais pas si c'était important que je me souvienne ou pas. Finalement, peut-être passé la moitié du livre, ça devient important de se rappeler certaines choses. Donc là Patrick K. Doudney nous le rappelle, il nous redonne les clés de ce qui s'était passé et qui était important avant. Donc ça, si jamais vous avez lu le tome 2 et que ça vous inquiète, voilà, je vous le dis, vous retrouverez ce qu'il faut. J'ai bien aimé parce que, enfin j'ai adoré même, déjà parce que c'est hyper bien écrit, il y a des descriptions incroyables. Franchement, la plume de Patrick K. Doudney, alors ça se lit, j'avais l'impression d'être genre le long d'une rivière quoi, à me laisser porter par les flots. Je trouve ça facile à lire, passionnant, ça va tout seul. Il y a énormément d'intrigues politiques, donc faut quand même rester concentré. Mais autant, franchement, dans le tome 2, je me souviens, les intrigues politiques, j'avais rien compris au nom et tout. Là, il y a une carte qui remet un peu en perspective qui est qui, et par rapport à qui, les relations entre eux et tout. Donc ça aide beaucoup, je revenais en arrière pour regarder la carte. Mais donc, autant j'avais rien compris dans le tome 2, là j'ai compris les enjeux. Et il y a vraiment des trucs, des rocambolesques, c'est le mot que j'avais. Non, c'est pas rocambolesque, mais... Ouais, vraiment des trucs, t'es là genre, waouh, il vient de se passer ça, mais c'est incroyable. Des rebondissements, voilà. Il y a des rebondissements de fou. On retrouve des choses même du tome 1 qui, on se disait, mais ça n'avait aucune importance. Et là dans le tome 3, ce qu'il y avait eu dans le tome 1, ça a une importance folle. Et on retrouve des personnages du tome 1 qu'on avait perdus. Et notamment un personnage où moi, tout ce que je voulais, c'était revoir ce personnage depuis 1000 pages. Et ce personnage réapparaît, plusieurs personnages qui reviennent. Et non, ça, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Et puis Sif, quoi. Le personnage de Sif est incroyable. Je l'aime trop. J'aime sa façon d'être fidèle à lui-même. Il a des principes que on lui a appris, sur lesquels on l'a formé, et il reste fidèle, il est loyal, jamais il ne va se trahir. Sa liberté, c'est ce qui est plus cher pour lui, et il va toujours se battre pour garder cette liberté. Et non, vraiment, j'adore ce personnage. Et là, ce qui se passe, mais c'est incroyable. Et aussi, en lisant ce tome 3, j'ai enfin compris, parce que le tome 2 était vraiment mitigé pour moi. La fin du tome 2 est nulle. Enfin, je pense que tous ceux qui ont lu le tome 2 se sont dit, mais pourquoi ? Attends, mais quoi ? Mais on n'a rien compris là, pourquoi t'as fait ça ? Et en fait, là, en lisant ce tome 3, je commence à comprendre. Patrick K. Doudney, il est en train d'écrire une œuvre, il a dit, je crois qu'il y aurait 7 tomes. En fait, il est en train de raconter la vie de ce personnage, je pense de son enfance jusqu'à sa mort, c'est ce que j'imagine. Et en fait, ouais, ça va se mériter, quoi. Ça va être long à lire.
Enfin, c'est pas long à lire, je veux dire, dans le temps, parce que quand on le lit, c'est un plaisir, ça se lit hyper vite. Mais ça va prendre du temps de lire toute son histoire, mais c'est sûr que Patrick K. Dudney, il prend son temps pour écrire, il réfléchit à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il met, et les pièces du puzzle, elles vont s'imbriquer. Et en fait là, c'est un projet qu'il a. C'est pas juste il écrit un livre pour qu'on lise ce livre, enfin, c'est pas un page turner, c'est un truc de longue haleine quoi. Il est en train de construire quelque chose. Et je pense que le cycle de Sif, là, je sais pas, après ce tome 3, j'en suis convaincue, le cycle de Sif, ça va devenir un des cycles les plus complets et les plus incroyables de la fantaisie française, voire de la fantaisie mondiale. Je pense que ça va être... J'ai même pas de mots pour dire, tellement ça va être incroyable et bon. Mais il va falloir attendre et s'accrocher, parce que là, il est en train d'écrire le 5e. Ça va prendre du temps, quoi. Moi, je me dis, ça se trouve, j'aurais fini de les lire dans 10 ans. Bon, est-ce que je me souviendrai toujours de ça? Mais vraiment, je suis déjà en train d'imaginer quand il y aura le dernier tome, que j'aurai enfin toutes les pièces du puzzle ensemble et que je vais commencer à les relire. Je suis déjà en train d'imaginer ça. Vraiment, j'arrive pas bien à en parler, j'ai l'impression. J'ai pas de mots tellement j'ai aimé et tellement je sens que ça va être monumental. L'essai que j'ai lu, c'est « Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédéguine » de Alex Tamessilia. C'est celui-ci que j'ai aussitôt reçu, aussitôt lu. Donc déjà, je peux vous le dire, c'est un ovni littéraire. Voilà, je vous montre un petit peu la mise en page. C'est entre c'est de la prose, il y a un peu de poésie. Ouais, c'est entre l'essai politique et la poésie. Voilà. J'ai été déroutée par ma lecture au début. C'est écrit à la deuxième personne du singulier. Et vraiment, dans le début du texte, je comprenais pas trop où l'auteurice voulait aller. Et j'avais un peu le sentiment qu'elle me disait l'hétérosexualité est ce qui amène le patriarcat. Et vu que toi, t'es hétérosexuel, le patriarcat, c'est ta faute. Et je suis pas d'accord avec ça, en fait. On peut être hétérosexuel, c'est pas ma faute, j'ai pas choisi d'être hétérosexuel. Et c'est pas pour autant que c'est de ma faute si les hommes sont des connards. Excusez-moi. Voilà, c'est tout. Voilà. Et du coup, au début, j'étais déroutée par ça. Et je me disais, mais non, enfin, je suis pas du tout d'accord. Et ensuite, j'ai compris qu'en fait, IL ne s'adressait pas à moi avec son tu. IL s'adressait à IL-même. Et en fait, Alex Tamessilia, dans cet essai, raconte sa déconstruction. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai compris, et là, j'ai trouvé ça génial. Parce que, par contre, avoir une déconstruction à ce point, là, moi, j'admire, je pense que j'en suis pas capable, on verra avec les années. Pour le moment, j'en suis pas capable. C'est-à-dire, décider de quitter l'hétérosexualité pour combattre le patriarcat, parce que le patriarcat et les hommes te dégoûtent tellement que tu te dis, il faut que je sorte de l'hétérosexualité. Et donc, IL nous raconte ce parcours, mais à la deuxième personne du singulier. Et donc voilà, au début, vraiment, je n'avais pas compris ça. Une fois que j'ai compris, ça m'a explosé la tête. Mais du coup, j'étais quasiment à la fin du livre. Donc je me dis, il faudrait que je le relise avec ça en tête. Mais j'étais trop fatiguée, j'avais un peu la flemme. Et l'écriture ne m'a pas tellement plu pour que j'ai envie de faire ça. Mais vraiment, pour moi, une fois qu'on comprend ça, ça devient beaucoup plus intéressant. Et ça devient une œuvre indispensable, je pense. Par contre, l'œuvre est comparée au Scum Manifesto de Valérie Solanas. Moi, je vois pas du tout le rapport. Scum Manifesto de Valérie Solanas est un de mes essais féministes, mon essai féministe préféré. Valérie Solanas propose de créer un nouvel ordre social et je trouve que Alex Tamessilia ne fait pas du tout ça. Donc je vous conseille de lire le Scum Manifesto de Valérie Solanas, beaucoup plus que ça, mais vous pouvez aussi lire ça, c'est très sympa.
J'ai fait une petite pause parce que j'avais plus du tout de batterie. J'ai rechargé un petit peu. Il me reste 12% de batterie, donc faut quand même que je me dépêche un peu. Ensuite, j'ai lu L'araignée de Mashhad de Maya Neyestani. Je crois que je vous ai parlé de Maya Neyestani dans toutes mes vidéos depuis le début, depuis l'année dernière, je crois même. Donc L'araignée de Mashhad, ça parle de l'histoire vraie d'un meurtrier dans la ville de Mashhad en Iran qui a tué 16 prostituées, je crois. Je crois que c'est 16. Et donc quand il a été arrêté, il a dit pour sa défense que c'était pour respecter les commandements de l'islam et pour protéger, pour nettoyer la ville et pour que la ville ressemble plus à quelque chose de sacré et qui respecte les commandements de l'islam. Voilà, vous avez compris l'idée, je pense. Et en fait, cet homme est du coup devenu un symbole, comme si c'était un prophète, un apôtre pour les habitants de Mashhad, qui du coup voulaient le faire libérer. Évidemment pas tous les habitants, mais voilà. Donc cette bande dessinée raconte ça. Il y a eu un film et surtout il y a eu un documentaire où en fait il y a une femme journaliste, du coup avec un caméraman, qui va dans la prison et qui lui pose des questions, qui lui demande pourquoi est-ce qu'il a fait ça, est-ce qu'il regrette, est-ce que... Voilà. Donc la bande dessinée a été écrite suite au visionnage du documentaire par Mana Neyestani, je crois que j'ai dit Maya tout à l'heure, Mana Neyestani. Et voilà. J'ai pas grand chose à en dire. J'aime bien son travail, donc j'ai retrouvé ce que j'aime dans son travail dans cette bande dessinée. Si vous connaissez pas du tout l'histoire, c'est intéressant à lire. Parce que c'est quelque chose dont nous, on n'a pas du tout entendu parler ici. Et c'est quelque chose que moi je trouve très choquant et qui est très actuel et qui représente quand même beaucoup la déviance qu'il peut y avoir du fanatisme religieux, des choses comme ça. Donc voilà, notamment j'ai trouvé très intéressant Mana Neyestani parle du fils du meurtrier. Et à un moment, il y a une espèce de petite interview du fils et une interview aussi de la femme du meurtrier. Et ça, j'ai trouvé ça glaçant. Ouais, le terme est glaçant. Et voilà. Je pense que c'est le genre d'œuvre, le genre d'histoire sur lesquels il est important d'informer. Et donc je suis contente d'avoir lu ça, même si c'est dur. Mais c'est la réalité de notre monde et je... Faut pas fermer les yeux sur tout. Voilà. J'ai lu une pièce de théâtre. J'ai lu Mademoiselle Julie de Auguste Strindberg. J'ai beaucoup aimé. Alors déjà, le texte se lit hyper facilement. La traduction est vraiment très bien faite. Je ne sais plus qui est le traducteur. Je me demande si c'est pas encore Marcel Aimé, mais ça paraîtrait bizarre. Ou alors j'ai lu 2 pièces de théâtre traduites par Marcel Aimé cette année. C'est possible. Donc Mademoiselle Julie, c'est une aristocrate, la fille d'une bonne famille. Et c'est la Saint-Jean, donc ce soir-là, tout le monde fait la fête, même les domestiques. Et Mademoiselle Julie décide de faire la fête avec les domestiques. Et elle va s'encanailler avec un domestique notamment. Et donc la pièce de théâtre, c'est autour de ça, et surtout des conséquences de cet acte. Et comme vous vous en doutez, les conséquences, c'est pas la même portée pour un homme et pour une femme. Et voilà. J'en dis pas plus parce que la pièce est quand même assez courte. Mais j'ai trouvé ça génialement écrit. On comprend parfaitement... Comment dire ? C'est qu'en fait, j'ai pas envie de trop vous spoiler, donc je sais pas comment dire. Mais clairement, cette pièce est féministe. Voilà, on va juste dire ça. Et non, vraiment, je vous la conseille. Moi, j'ai adoré. Vraiment. J'ai lu Prends garde à toi de Fanny Chiarello. Une de mes reliques. Et quand je vous l'avais présenté, je vous avais dit, je pense que personne n'aura envie de lire ça. Et écoutez, j'ai été très agréablement surprise. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc ça se passe dans un collège, c'est la rentrée.
Et il y a une fille, comment elle s'appelle? Louise. Louise, c'est un peu la fille populaire du collège. Et donc, elle commence la rentrée, il y a une nouvelle élève. Tout de suite, elle déteste la nouvelle élève. Voilà, c'est tout. Elle la voit comme une rivale, elle la déteste. Et ils vont monter un opéra. Ils vont monter l'opéra Carmen de Bizet au collège. Et Louise veut le rôle principal, mais Manon, la nouvelle, va avoir le rôle principal. Et voilà, il y a une histoire de rivalité comme ça au collège. Et finalement, j'ai beaucoup aimé parce que déjà, c'est très bien écrit. Et notamment, j'ai trouvé il y a des messages que j'ai beaucoup aimés. Comme par exemple une critique de l'opéra Carmen. C'est juste quelques petites phrases, mais qui disent, mais en fait, tout le monde adore Carmen, mais en fait... cette histoire, elle est hyper patriarcale et très problématique. L'histoire de l'opéra de Carmen. Et voilà, c'est quelques phrases, mais ça dit ça. J'ai trouvé ça vraiment très intelligent de la part de l'autrice. Et après, le personnage de Louise, elle est très pédante, très hautaine. Et du coup, elle s'exprime comme une adulte. Vous voyez, elle a genre 12 ans, mais elle s'exprime comme si elle en avait 50. Et déjà, c'était drôle. Et surtout, du coup, il y avait énormément de vocabulaire. Et voilà, on sait que souvent... ça arrive que les livres pour les 10-12 ans, il y ait peu de vocabulaire parce que la majorité des personnes les prennent pour des idiots. Et non, là du coup, il y a beaucoup de vocabulaire, c'est drôle. Et surtout, alors oui, on se doute de où ça va, c'est un livre pour collégiens. Mais sincèrement, j'ai été surprise de la façon dont l'autrice nous a amené jusqu'à la fin. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment avec ce livre. Et le dernier, Watchmen, les gardiens. Alan Moore, Dave Gibbons, je crois que je vous l'ai déjà présenté plein de fois aussi, mais j'ai mis énormément de temps à lire cette brique, peut-être 3 mois. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est une histoire de super-héros. Ça se passe aux États-Unis et en fait il y a des personnes sans pouvoir qui ont décidé de devenir des justiciers. Et, et en fait à un moment il y a une loi qui interdit ces justiciers. Sauf qu'il va y avoir un meurtre. Quelqu'un qui tue les super-héros, du coup, enfin les héros, bah les justiciers, voilà, oui, les justiciers, c'est parce que je l'avais dit trop de fois, je voulais pas le redire, mais c'est exactement ça le terme, et du coup, ils vont un peu sortir de leur retraite pour essayer de découvrir qui tente de les assassiner. Ça se passe sur fond de guerre froide, dans un univers qui est dystopique. Voilà, bah de toute façon, il n'y a pas de justicier dans notre passé, dans notre monde, donc voilà. Euh, et quand même un peu fantastique parce qu'il y a ce personnage là par exemple qui lui a vraiment des pouvoirs. Lui c'est un super héros. Voilà. Et donc c'est un peu, l'ambiance est très vintage, un peu désuète. Si je vous montre les planches aussi vous allez peut-être voir, voilà, on a vraiment l'impression d'être dans les années 40, c'est un peu ringard quoi. Mais ça se lit vraiment très bien. Il y a des extraits de journaux, des extraits de bandes dessinées, donc de journaux intimes, d'articles de journaux de presse qui donnent le sentiment que l'histoire est vraiment réelle. Il y a des dates, il y a des noms, il y a des bibliographies, voilà. Mais en fait, c'est d'ouvrages qui n'existent pas, que les auteurs ont inventés, et ça amène vraiment un côté réel à l'histoire que j'ai trouvé génial. Et ben voilà. En gros, le message, c'est un peu... Est-ce que l'humanité mérite d'être sauvée? Voilà. C'est un peu ça le message. Et j'ai... on peut être perdu à certains moments, mais voilà, c'est là où ça va. C'est vers cette question que ça tend. À chacun de se faire son propre avis. Mais j'ai trouvé ça vraiment très intelligemment fait. Très documenté, il y a des passages drôles, il y a des passages un peu flippants, il y a du fantastique, il y a un peu de critique sociale et politique. Oui, je comprends que cette œuvre soit connue et reconnue parce que c'est vraiment un travail incroyable qui a été fait sur cette série. J'ai commencé à regarder le film après avoir fini la bande dessinée. J'ai regardé la première demi-heure, mais il dure 3 heures et j'ai jamais continué. Donc il faudrait que je continue. Voilà. C'est fini pour mon bilan lecture. J'ai l'impression qu'il y a certains livres, je vous ai rien dit. Je vais voir. Parfois au montage, je me rends compte que ça va. Mais je suis désolée. N'hésitez pas à me poser des questions si vous trouvez que j'ai pas dit assez de choses ou si c'était pas très compréhensible.
je me suis rappelé pendant que je vous parlais que normalement je fais un bilan de mes challenges, donc il faut que je fasse un bilan de mon challenge relique. Je vais aller regarder ce que j'ai lu ou pas, et j'ai pas du tout, donc là on est déjà le 15 avril je crois quasiment, et j'ai pas regardé mon chemin de Aurelium là. J'ai pas regardé quel livre il fallait que je lise pour avril sur ma carte, donc je vais aller chercher tout ça, on va regarder ça. Donc pour le challenge des reliques, je vous remets, j'ai lu Prends garde à toi, j'ai lu les 2 tomes de Culotté, le reste j'ai pas touché. J'ai repris du début Célestopol 1922, j'ai lu une nouvelle de plus que ce que j'avais lu la première fois, mais après je l'ai mis en pause, je l'ai pas continué, donc je vais reprendre. Je ne sais plus pourquoi est-ce que je me suis arrêtée. Ah, parce que je lisais Zéphyr Alabama sur ma liseuse, oui c'est ça, j'ai lu d'autres choses sur ma liseuse, donc j'ai pas repris Célestopol, et puis comme je vous dis, le format nouvelle, ça me... Voilà, j'ai du mal. Mais j'ai envie de vous faire un vlog qui sera du coup au long cours, mais où je reprends toutes les lectures que j'ai mis en pause depuis des années, et voilà, et les relire et dire si ça valait le coup de les reprendre ou pas, ce que je me souviens. Voilà, j'ai envie de vous faire un vlog, je pense qu'il restera sur plusieurs mois parce que j'ai pas envie de me faire un marathon où je relis tout ça. En plus il faut que je les trouve dans les cartons. Donc voilà, mais ouais, pour le moment je n'ai pas fini Célestopol, mais je l'ai repris. Et pour le challenge relique de ce mois-ci, pour le challenge des reliques de mars, je vous mets le template ici. Et donc la catégorie 9 chances sur 10 de l'abandonner. J'ai choisi cette intégrale d'Arthur Rimbaud que j'ai dans la pile à lire depuis 2013. En fait, il est vachement entamé. Donc ça, c'est tout ce que j'ai lu. Voilà. Là, il y a un autre marque-page, c'est les notes. En fait, les notes à la fin. Donc on est toujours obligé. Et donc, il me reste ça. Et en fait, je crois que j'ai fini de lire les poésies. Et que là, on va rentrer plus dans la prose. Et après, la correspondance. Et donc, je voudrais essayer, voir si ça me plaît plus la prose et la correspondance. Mais je crois que non. Voilà. Et j'ai la même chose intégrale de Baudelaire dans la même collection. Et en fait, ça m'intéresse pas. En fait, on me les a offerts. Je me sens obligée de les lire, mais c'est pas la peine en fait. Je peux réessayer Baudelaire, mais dans mon souvenir, je n'aime pas sa poésie et j'ai le droit. Et Rimbaud, bah, ça me parle pas en fait. C'est de la poésie que je comprends pas. J'aime pas la poésie obscure comme ça. Donc, ouais, je pense que je vais l'abandonner. En fait, il faudrait juste que je relise quelques pages et que je vois. Mais je suis pas sûre que ce sera ce mois-ci. Sorti avant avril 2023, donc c'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis 2020 à peu près. J'avais oublié de le mettre, donc j'ai pensé, parce qu'il est sorti en 2020 et je pense que on me l'a offert quand il est sorti. Donc Les Ratés de l'aventure de Titaïna, je l'avais déjà mis dans mon challenge des reliques le mois dernier et je ne l'ai pas lu. C'est un roman d'aventure par la première reporter de guerre française. Quelque chose comme ça. Première femme française à accéder au statut de grand reporter dans les années 1920, et elle va faire une traversée de l'Océanie, quelque chose comme ça, voilà. Et c'est son journal, ça a l'air bien, mais je ne l'ai toujours pas lu. Couverture avec un animal, la gardienne de la forêt. Vous voyez là, il y a, hop là, en fait, c'est une jeune fille qui va être en Amazonie et qui va tenter de sauver la forêt amazonienne. Ah oui, son frère est assassiné par des bûcherons illégaux dans la forêt amazonienne, et donc elle va essayer de protéger la forêt et les animaux sans doute. Ah oui, et ça je l'ai dans ma pile à lire depuis 2023, qui était l'année de sa sortie. Celui qui me fait le plus peur, c'est La Zone du dehors d'Alain Damasio. J'ai oublié de le prendre, attendez. Je suis revenue. La Zone du dehors d'Alain Damasio. Il me fait peur, je vous en ai déjà parlé, j'avais mis le mois dernier. Il me fait peur, surtout parce que c'est Damasio et que j'adore Damasio, même s'il est furtif, j'ai moins aimé que la Horde du Contrevent. Voilà, c'est un de mes auteurs préférés. Je pense que la Horde du Contrevent est mon livre préféré de tous les temps. Et donc j'ai peur d'être déçue par celui-ci, tout simplement. Et il est dans ma pile à lire depuis 2018. Et c'est pareil, je pense pas qu'il sortira ce mois-ci. Et ensuite, il y a la catégorie poche. Donc j'ai choisi Six of Crows de Leigh Bardugo. Pareil, je vous en ai déjà parlé. Ça se passe dans le Grishaverse. On va suivre des voleurs. Un groupe de voleurs qui doit faire un casse, je ne sais pas pour voler quoi. Il paraît que c'est génial, c'est en 2 tomes, c'est dans ma pile à lire depuis 2020.
un titre avec un métier. Ma lecture en cours, Le dernier danseur de Mao de Li Kungxin. Une autobiographie, un petit paysan chinois qui devient danseur étoilé. Donc là j'ai commencé, j'ai lu 120 pages sur 380. C'est écrit tout petit. En fait les éditions École des loisirs c'est vraiment écrit tout petit tout le temps. Mais c'est intéressant. Donc là j'ai suivi lui qui grandit dans la campagne chinoise sous le régime communiste, sous une dictature communiste. Et la propagande pour Mao Tse-tung et tout. Et j'aime vraiment trop les regards d'enfants sur le monde et sur les choses graves de la vie. J'adore, vraiment. Donc je trouve le début très intéressant, très bien écrit, et je suis captivée. Et pour le challenge jeu de rôle, donc on était là. J'avais profité de la solitude, et donc là j'ai pas le choix. Parce qu'il faut forcément que si le 3, je peux pas retourner au 2, il faut que j'aille au 4. Donc du coup, je vais jusqu'au 4B. Et il faut que je trouve des vêtements d'hiver parce que le temps commence à se refroidir, il faut que je trouve des vêtements d'hiver. Et donc j'ai vu, il faut que je lise un livre d'un auteur avec un W dans son nom. Donc je vais chercher et je reviens vous dire ce que j'ai trouvé. Bon, j'ai fait une expédition à la cave pour trouver le livre du challenge. J'ai fait 2 cartons, je me suis dit je vais abandonner, je trouve pas. Et finalement j'ai trouvé quelque chose et je me suis fait une frayeur parce que bah j'aime pas ma cave, ça me fait un peu peur. Et quand je suis repartie, l'ascenseur s'est ouvert et en fait il y avait un mec dans l'ascenseur, c'est un de mes voisins, je le connais, je l'ai déjà vu, mais je m'attendais tellement pas à ce qu'il y ait quelqu'un que j'ai crié de peur, le pauvre, et je suis encore un peu... Bref, voilà, j'ai choisi et en plus je suis plutôt contente. La servante écarlate de Margaret Atwood. Je n'ai jamais vu la série parce que j'attendais de lire le livre pour regarder la série, et j'ai vu que là il y a la saison 6 qui sort ce mois-ci je crois, ou qui est même déjà sortie. Donc voilà, bah il est temps de le sortir. C'est une relique aussi, mais donc vous voyez, je pense que Le danseur de Mao et ça, je pense que j'aurai pas le temps de lire grand chose d'autre. En plus du coup mon challenge... Ah non mais en fait, je vous ai pas parlé de mon challenge, mais j'ai un autre challenge en cours. Mais bref, du coup je suis censée mettre d'autres livres un peu obligatoires pour un autre challenge. En fait je suis en train de vous tourner un vlog en même temps. Tout à l'heure j'ai tourné genre 20 minutes de vidéo où je vous raconte ma vie et pourquoi j'ai été absente et pourquoi je suis fatiguée. Et j'ai l'impression que vous êtes déjà au courant, mais en fait non, parce que ça sortira après. Mais donc voilà, La servante écarlate de Margaret Atwood, je suis très contente et on va juste, j'ai plus beaucoup de batterie, on va juste faire un petit bilan de où j'en suis sur le chemin du novice, etc. Eh bien écoutez, le chemin du novice, j'ai tout validé quasiment, sauf la tour de la rumination. Je dois lire le livre de SF donc, que je vous ai déjà présenté plein de fois. 3 cœurs battant la nuit de Aurélien, je ne sais plus comment, je vous le remets. Et sinon pour le background, j'ai rien lu de nouveau. Donc je suis toujours dans la Dark Academia et j'ai une dague, mais le reste j'ai pas encore lu, donc ça n'avance pas. Mais chemin du novice, ouais, j'ai validé ce mois-ci le livre avec une carte pour rentrer sur le chemin du novice, donc ça c'était le tome 3 de Sif. Les ruines de Sky, c'était, je devais lire Watchmen. Et les chutes d'obsidienne, c'était l'araignée de Machad. Et l'académie Aurelium, je devais lire Prends garde à toi. Et donc voilà, il m'en reste un seul. Donc je suis hyper contente, ça avance. Voilà, merci d'être resté jusqu'ici, si vous êtes resté jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être là. J'ai vu qu'il y avait une dizaine de nouveaux qui sont arrivés. Je crois qu'on se rapproche des 700 abonnés. Donc ça me fait très très plaisir. Je suis très contente de continuer de vous faire des vidéos. Voilà, j'explique dans une vidéo la semaine prochaine pourquoi j'ai été absente. J'espère que tout va aller pour le mieux et de mieux en mieux pour que je puisse me reposer, être moins stressée et pouvoir vous refaire du contenu. Mais voilà, je fais ce qui me fait plaisir quand ça me fait plaisir et j'espère que vous le sentez. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous allez bien et que vous faites de belles lectures.